Si les tiges, les racines et les feuilles constituent l'appareil végétatif des plantes, les fleurs, elles, constituent leur appareil reproducteur. Une fleur typique se reconnaît de loin à ses pétales, qui sont souvent les pièces florales qui attirent le plus le regard. Nous avons choisi comme exemple la fleur du cerisier. Sous ces 5 pétales blancs, on peut découvrir 5 petites lames vertes, les sépales. À l'intérieur de la fleur se dresse en position centrale le pistil entouré de plusieurs étamines. Le pistil correspond à la partie femelle de la fleur. Il comporte à sa base un ovaire renflé contenant un ovule, le stigmate. Les étamines, elles, correspondent aux organes mâles de la fleur et produisent une poussière de petits éléments jaunâtres, les grains de pollen. À propos, il paraît que c'est un régal pour les insectes. Cependant, les fleurs sont éphémères. Elles fanent rapidement. Et à leur place apparaît parfois une autre structure, le fruit, organe détenteur des graines. Mais bien avant que le fruit se forme, un certain nombre d'étapes importantes auront dû se réaliser. Le pollen émis par les étamines devra être parvenu sur le stigmate de la même fleur ou sur celui d'une fleur de la même espèce. Là, le problème se corse, car les grains de pollen n'ont pas les moyens de se véhiculer eux-mêmes sur le stigmate. Ensuite, il faut que le stigmate soit réceptif, c'est-à-dire ni trop jeune, ni trop vieux, et qu'il appartienne à la même espèce florale que le pollen. Par exemple, un pollen de pommier n'a aucune chance de jouer son rôle sur le stigmate d'une tulipe. Le pollen doit donc arriver au bon endroit et au bon moment. Mais alors, comment les grains de pollen trouvent-ils le moyen de rejoindre le bon pistil ? Le pollen peut être véhiculé par gravité, il tombe sur le pistil, par le vent ou par l'intermédiaire des insectes. Ce transport du pollen vers le stigmate est appelé pollinisation. Les grains de pollen ont généralement une morphologie adaptée à leur mode de transport. Les pollens disséminés par le vent sont petits et légers et produits en très grand nombre. Parfois, comme chez les pins, ils sont pourvus de ballonnets aérifères qui facilitent leur transport par le vent sur de grandes distances. Les fleurs qui produisent ces types de pollen ont, elles aussi, une morphologie adéquate. Elles peuvent être groupées en chatons,
avoir des fleurs ou des étamines qui se balancent au gré du vent, etc. Les pollens disséminés par les insectes sont généralement plus gros, plus ou moins collants ou pourvus d'ornementation qui leur permettent de s'accrocher facilement aux poils des insectes. Là aussi, les fleurs qui produisent de tels pollens possèdent des structures adaptées à ce mode de pollinisation. Leurs fleurs sont plus grandes et vivement colorées. Elles produisent un liquide sucré, le nectar, dont les insectes sont friands. Parfois même, elles piègent les insectes qui ne peuvent éviter d'emporter du pollen avec eux. C'est le cas de la sauge, qui dispose d'un mécanisme ingénieux. Les étamines s'abaissent sur le dos poilu des visiteurs lorsque ceux-ci pénètrent dans la fleur. Le pollen reste accroché à l'insecte et sera redéposé plus tard sur le stigmate d'une fleur voisine. Arrivé sur le stigmate adéquat, le pollen poursuit son aventure. Voyons comment cela se passe chez le cerisier. Le grain de pollen commence par fabriquer un tube qui part en direction de l'ovule en suivant les tissus internes du pistil. Pendant ce temps, deux petits spermatozoïdes se seront formés à l'intérieur du tube pollinique. Ils seront libérés au contact de l'ovule. L'un ira féconder un premier gamète femelle, leur union produira l'embryon que nous avons observé dans la graine. Une fois fécondé, l'ovule se développe et devient petit à petit une graine à part entière. Mais autour de lui s'opère une autre révolution, la transformation de l'ovaire en un fruit qui ne sera pas forcément comestible. Lorsque la paroi de l'ovaire devient totalement charnue, le fruit est une baie. Lorsque la paroi externe de l'ovaire reste charnue, mais que la paroi interne se durcit pour former un noyau qui contiendra la graine, le fruit est qualifié de drupe. Si la paroi se dessèche, le fruit pourra être une gousse ou encore une capsule ou encore un akène. Bref, là aussi, la nature nous présente une panoplie de variétés de fruits, comestibles ou non, mais tous issus de la transformation d'un ovaire. Les graines contenues dans l'ovaire sont donc toujours partie intégrante d'un fruit.